14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Communiquer, on entend sans cesse qu'il faut communiquer. Et oui, nous sommes dans un monde de communication, paraît-il, et pourtant ce monde me semble ne pas aller si bien que ça, justement peut-être parce qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de communication. Je crois que pour bien communiquer, il faut déjà savoir communiquer avec soi-même, c'est-à-dire savoir ce que l'on ressent, quelles sont nos émotions et qui nous traversent, et puis ce qu'on désire. Avec mon invité Guillaume de Brébisson, on va parler de communication et on va parler de communiquer avec le cœur. C'est ce qu'il nous dit en tout cas, et il va nous expliquer dans un instant ce qu'il entend par là. En tout cas, pour moi, il y a quelques règles simples pour bien communiquer. Je pense qu'il faut déjà être vraiment à l'écoute de l'autre. Il faut être en présence, comme on dit aujourd'hui, sans interrompre. Il faut aussi savoir exprimer clairement ce que l'on ressent en parlant de soi et non pas de l'autre, qu'on agresse souvent. Il faut oser formuler ses attentes, ses désirs, ce qui n'est pas toujours si simple, notamment dans la relation amoureuse. Et puis, je crois qu'il faut se respecter. Enfin, on l'oublie trop souvent, il y a aussi ce qu'on appelle la communication non verbale, qui est parfois assez mauvaise et qui est du coup assez contre-productrice. Par exemple, un mauvais geste ou être en train de regarder son téléphone au lieu de regarder celui qui est en train de nous parler, on peut imaginer que ça coupe toute communication. Et puis bien sûr, il y a le langage corporel, notamment lors des rapports sexuels, et quand un couple communique mal sur le plan sexuel, eh bien ça rompt la communication du couple. Bref, il faudra bien 2 heures pour vous aider à mieux communiquer dans votre couple, et je vous invite déjà à témoigner ou à poser vos questions en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Guillaume de Brébisson, merci d'être avec nous pour communiquer durant ces 2 heures. Bonjour Brigitte, merci de m'avoir invité. Alors, vous avez prévu avec Sabrina d'organiser un stage de 4 jours au Maroc. Ce sera au mois de mai. Et le titre de ce stage, Ouvrez votre cœur et communiquez avec amour. Qu'est-ce que vous entendez par le fait de communiquer avec son cœur ? Écoutez, je crois que vous avez très bien parlé de la communication tout à l'heure. Vous avez notamment parlé de l'écoute. Et en fait, on oublie souvent que lorsqu'on communique, y compris en couple, on parle de choses et d'autres, et on parle rarement réellement de soi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, d'abord être en contact avec soi, être capable d'identifier ses propres émotions. Mais pour ça, encore faut-il être dans ce registre-là. Et je crois que la première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle rentrer dans le cœur. Alors nous, on donne des exercices très simples, mais qui permettent de se placer au niveau du cœur pour parler réellement le langage de l'émotion et non pas le langage de la tête. Il me semble que très souvent, en couple, ou éventuellement aussi avec ses enfants, on a tendance à essayer de persuader l'autre qu'il faudrait faire ceci ou cela de telle ou telle manière, en vertu de je ne sais quel principe ou loi générale dont on serait porteur ou l'interprète. Alors qu'en fait, c'est pas ça que notre conjoint attend. Notre conjoint attend qu'on se dise et qu'on dise qui l'on est, qu'on soit dans notre vulnérabilité. Et pour être dans cette vulnérabilité, la seule chose à faire, c'est effectivement de rentrer dans le cœur, de façon à pouvoir associer la forme et le fond, c'est-à-dire à la fois dire des choses de préférence gentille, ça c'est la forme, mieux, oui. C'est mieux. Et puis le fond, c'est communiquer sur ce qui nous tient réellement à cœur, et non pas sur la manière dont on devrait faire ceci ou cela, mais vraiment parler de soi. Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce qui se passe quand tu me dis ça ? Voilà ce que moi je vis. Quand je découvre tel ou tel aspect de ta personnalité, voilà ce qui se passe pour moi et voilà pourquoi. Et éventuellement parler aussi, pourquoi pas, de son enfance et de qui l'on est vraiment. Je pense que, et particulièrement chez les hommes, il y a une réticence à se livrer et que cette réticence, finalement, elle fait beaucoup de mal à la relation de couple. Parce que c'est lorsqu'on finit par lâcher tous ces blocages, toutes ces façons de s'enfermer dans des cuirasses, dans des principes, dans des il faut, on doit, etc. C'est quand on lâche tout ça qu'on permet réellement la rencontre. Et ça passe par le cœur.
D'accord, donc là je crois que vous avez été très clair sur ce que vous expliquez quand vous parlez de communiquer avec le cœur, mais ce qui est compliqué c'est que souvent on aime, on rencontre, on fait une belle rencontre, on a envie d'être aimé et donc on se protège finalement, on démarre la relation en jouant presque un faux self et c'est compliqué ensuite de se livrer vraiment, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Plus on passe de temps à essayer de vendre un personnage qu'on aimerait peut-être être d'ailleurs et qu'on n'est pas tout à fait, et plus ça devient difficile de un jour rentrer dans la réalité de la personne qu'on est, quoi. Et je pense que c'est peut-être l'occasion aussi de dire aux personnes qui font des rencontres ou qui souhaitent en faire que c'est une erreur d'aller chercher à représenter quelque chose ou quelqu'un ou quelque rôle que ce soit. Vous voulez dire qu'il faut tout de suite se montrer sous son vrai jour Oui, je pense que de toutes les façons, c'est la seule solution, absolument. Surtout si on veut créer quelque chose de durable. Oui, parce que sinon on est deux étrangers finalement qui restent deux étrangers. Vous parliez d'exercices que vous proposez, des exercices simples. Vous pourriez nous en donner un comme ça? Il y a un exercice que j'aime beaucoup en préliminaire. Ouais. Il y a un exercice que j'aime beaucoup proposer en général aux patients qui viennent me voir ou aux personnes qui sont dans les stages. Ça commence par d'abord fermer les yeux, ensuite ralentir sa respiration jusqu'à ce qu'on ressente à l'intérieur de soi un apaisement. Ça vient assez vite. Il faut juste ralentir sa respiration. Mais on fait l'exercice à deux, face à face? Oui, on fait l'exercice à deux, face à face. Oui. Et puis, au fur et à mesure qu'on sent cet apaisement se créer à l'intérieur de son corps, on devient en mesure d'écouter à l'intérieur de soi, et notamment dans la poitrine, et donc on va entendre, on va percevoir un mouvement. Ce mouvement, il prend des formes différentes suivant les personnes, mais il est toujours là, et c'est le battement du cœur. Et là, on se met en écoute de ce battement du cœur le plus longtemps qu'on peut, en étant vraiment concentré sur ce cœur qui bat, et on le laisse être là, et à partir du moment où on le ressent bien, on imagine qu'il s'ouvre. Et ça, c'est facile, il suffit d'imaginer une fleur qui s'ouvre. Quand on imagine une fleur qui s'ouvre, on est connecté à son cœur, et en fait, on imagine que le cœur s'ouvre. Et après, on peut commencer à parler. J'imagine que c'est le sexe qui s'ouvre. Non, il ne faut pas tout confondre. On est d'accord. Il ne faut pas tout confondre, même si c'est très bien que le sexe soit en relation avec le cœur. C'est vrai. Oui. Et ça, c'est la suite de l'exercice que je ne donnerai pas ici, parce que c'est un peu plus long. D'accord. Mais on peut, en tous les cas, imaginer ce cœur qui s'ouvre. Et si on est deux, on peut pousser un petit peu plus loin en imaginant un lien entre les deux cœurs, qui peut être, on donne la forme qu'on veut, ça peut être un pont, ça peut être un rayon de soleil, je sais pas, un arc-en-ciel ou que sais-je, quelque chose qui relie nos deux cœurs. Le simple fait de petit à petit rentrer dans cette énergie-là, crée donc toujours un profond apaisement. sans parole en Tout ça, c'est sans parole. Oui, c'est et juste après, on peut parler. D'accord. Après, on peut parler, mais on parle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de soi et de ses émotions. On dit pas tu, on dit voilà ce que je vis maintenant. Voilà ce qui se passe pour moi. Et là, à ce moment-là, normalement, doit survenir plutôt des sentiments amoureux, mais ça peut provoquer de la colère, de la tristesse, et ça, c'est aussi à interpréter, évidemment. On peut dire, on peut parfaitement dire, écoute, là, moi, je sens énormément de colère en moi, et on peut aussi dire, d'ailleurs, et je sais pas pourquoi, ou bien, tiens. Ça me donne envie de pleurer. Je sens de la colère, et l'image que j'ai, c'est ça. J'ai telle image qui est là, est-ce que tu peux m'aider à décoder? Parce que souvent, le partenaire, il a des idées aussi. Mais on parle de soi, on parle de ses émotions, toutes les émotions sont OK, on peut toutes les nommer, il n'y a pas de problème, et on évite d'incriminer l'autre. Voilà. Et on apprend à écouter. Bon, merci, et puis allez-y, faites cet exercice, et puis on se retrouve demain. Voilà. Non, on se retrouve dans un instant, évidemment, sur Sud Radio 0826 300 300, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Guillaume de Brémisson, nous parlons de la communication dans le couple et je crois que vous l'avez remarqué aussi, Guillaume, hein, c'est un des vrais problèmes de couple, alors que c'est pourtant un des piliers essentiels. Hein. C'est très souvent pour ça que les couples m'appellent et veulent démarrer une thérapie. Très très souvent, ce que j'entends, c'est on a des problèmes de communication. On se comprend plus. On se comprend plus, on sait plus de quoi on se parle. Il y en a un qui dit rouge, l'autre comprend vert, etc., etc. Et finalement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des règles simples. Et la première, c'est l'écoute. On imagine toujours qu'on écoute l'autre quand on est en fait en train de construire une batterie d'arguments pour démolir son argumentaire à lui. Quand on ne l'interrompt pas tout de suite. Quand on l'interrompt pas tout de suite. Évidemment. Alors qu'en fait, écouter, c'est écouter. Et oui. Et c'est ce qu'on va faire avec vous, Nathalie. On va vous écouter. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie. Alors c'est un sujet qui est très intéressant dès que vous avez ouvert la bouche. Hein. C'est des mots qui résonnent, surtout le mot écouter en fait. Je pense que dans la communication, c'est ce qu'il y a de très important et aussi de oser, pouvoir oser communiquer. Parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas communiquer. Alors, qui vont écouter, qui vont entendre, qui vont subir peut-être les paroles de l'autre et ne pas oser donner effectivement leurs propres émotions, leur propre avis sur un sujet quelconque, que ce soit en couple ou même ça peut être entre amis ou professionnels. Mais là, quand on parle sur le couple, c'est très difficile parce que dans la communication, je pense aussi qu'on se découvre. C'est qu'on se découvre. Moi, j'ai eu 3 relations différentes de communication, on va dire. Une première relation où la communication était très compliquée parce que c'était éducatif. Alors, de mon côté, on parlait beaucoup au niveau au sein de ma famille. Il n'y avait pas forcément de sujet tabou. Enfin, on pouvait parler de tout. C'était pas un souci. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, ma maman invitait beaucoup ses amis à venir prendre le café l'après-midi. Et donc, moi, j'assistais aux discussions de filles. Voilà, donc ça, elle parlait de tout. Donc déjà la communication me parlait, l'écoute me parlait beaucoup parce que du coup j'écoutais, j'étais curieuse et puis j'ai appris beaucoup de choses. Après dans ma relation de couple, du côté de mon mari, la communication c'était pas vraiment le mot fort de la famille, hein, donc c'était assez compliqué. On a essayé de construire tous les deux notre couple sur des bases plus ou moins. Alors on s'écoute, on communique que quand on en a envie, que sur les choses importantes. Enfin, c'était pas très épanouissant, mais en même temps, on était jeunes. Puis après, j'ai eu une deuxième relation où là, c'était beaucoup plus ouvert. On pouvait parler de certaines choses. On a poussé la découverte de l'un et de l'autre dans la communication. Donc, pour s'installer dans une vie de couple, et puis aussi au niveau de la sexualité, ça a été un petit peu plus ouvert, en restant quand même dans des critères bien définis, puisque à l'époque, voilà, la sexualité c'était très tabou, on l'a découverte à travers des DVD, et la sexualité n'était que ce qui était à travers les images. Oui, ben, donc on avait du mal. Communiquer sur le plan sexuel, c'est peut-être encore là le plus difficile. Hein. Oui, ça demande une grande confiance, ouais. Tout à fait. Et puis après, donc au fur et à mesure de l'avancée dans notre couple, on a commencé à s'intéresser au libertinage. Où là, on s'est dit tiens, là, on s'est aussi découvert d'une autre façon. C'est-à-dire que là, on a pu découvrir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qu'on voulait tenter, ce qu'on ne voulait pas tenter, ce qu'on voulait faire en commun, ce qu'on voulait faire chacun de notre côté. Et c'est pareil, ça fait partie de la communication. Il faut pouvoir dire à l'autre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un sans toi. C'est mieux d'avoir communiqué avant d'aller en club libertin, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais des fois, il y en a qui se lancent sans trop connaître, alors que nous, on a beaucoup travaillé avant notre opposition du couple, le libertinage, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce qui peut nous desservir, qu'est-ce qu'on a envie de faire, on se lance, et quand on se lance, on se découvre encore, donc on communique. Mais à vous écouter Nathalie, ce qu'on entend, c'est que vous n'avez pas du tout de problème pour communiquer, et c'est vous qui avez toujours fait de manière à ce que ça communique dans le couple.
Oui, mais c'est important ça, Brigitte. C'est vrai qu'on va Oui, s'en oui, rendre compte, je mais pense, c'est déjà effectivement, bien. aujourd'hui. C'est déjà Oui. bien quand il y en a un des deux qui est réellement à l'aise avec la communication. Mais faut-il encore que l'autre Ça suffit pas, il faut être deux. Exactement. ne résiste Exactement, parce que voilà, moi on peut me dire que je suis très bavarde, hein, ça c'est sûr que je pourrais parler toute la journée, échanger, parce que voilà, communiquer, c'est échanger, c'est se découvrir. Oui, mais Nathalie, on peut être très bavarde et être une très mauvaise communicante, parce que finalement, je dis pas que c'est votre cas, hein, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il faut oser se dévoiler, il faut oser se montrer tel qu'on est, avec ses blessures, ses fragilités, et sinon, bah, on est bavard et on parle de la pluie et du beau temps, mais on communique pas. Ah mais oui, mais exactement. Il faut pouvoir vraiment se dévoiler. En fait, dans la communication, on se dévoile. Alors bien entendu, on ne le fait pas avec tout le monde de la même façon, mais je pense que dans le couple, c'est très important que l'homme ou que la femme puisse écouter et entendre également son partenaire, et pas que d'une oreille distraite en disant c'est bon, c'est encore rabâché, voilà. C'est vrai aussi que les expériences qu'on peut être amené à réaliser en couple, vous avez parlé du libertinage, le libertinage par exemple, ça aurait pu aussi être d'autres formes d'expérience, mais ces expériences-là, elles ont cet avantage de nous contraindre à communiquer, parce que si là on communique pas, on va droit dans le mur, c'est clair. Alors donc, oui, tout à fait. Et je pense que ça peut être une bonne manière d'approfondir une communication si elle n'est pas tout à fait satisfaisante. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous. Alors, au départ, oui, bien entendu, quand on arrive dans ce milieu-là, on ne sait pas trop, on pense que tout le monde fonctionne comme nous. Comme ce qu'on est. Donc, et on se rend compte que non. Donc, à un moment donné, dans le libertinage, il faut savoir dire aussi au partenaire, non, ça ne m'intéresse pas, ou moi je suis à la recherche de ça, ou un partenaire ou des partenaires ou un couple, peu importe, peut nous dire, ah ben moi je peux te proposer tel ou tel scénario, telle ou telle chose, on a envie de découvrir, donc il faut communiquer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément sur des choses très intimes, mais là bien sûr on ne mélange pas avec l'amour ou le couple, mais quand on est en couple, il faut qu'on en discute avec son partenaire. Faut oser lui dire, écoute, voilà, j'ai une proposition de ça, j'ai envie d'essayer. Lui n'a peut-être pas envie d'essayer. Il faut essayer dans la communication de dire, oui, est-ce que je peux le tenter, est-ce que je peux ne pas le tenter. Donc, c'est comme de la négociation quelque part, mais c'est toujours de la communication. C'est toujours pouvoir dire, voilà, moi ce qui me plaît, moi ce que j'ai envie de faire avec toi, ce que j'ai pas envie de faire avec toi. Donc il faut vraiment être dans la communication tout le temps, permanente. Et puis si ça ne nous convient pas, de pouvoir dire non, ça m'intéresse pas. Parce que le non fait partie de la communication. Oui, et en tout cas, je crois que quand on écoute Nathalie, on voit qu'elle n'a pas de problème de communication, et je crois qu'on n'a pas de conseils à lui donner, qu'elle continue. Et... Non. C'est tout à fait juste. C'est comme ça dans toutes vos relations. Mais visiblement, c'est important en effet qu'on puisse... qu'il y en ait au moins un des deux qui puisse communiquer. Après, quand l'autre n'arrive pas à communiquer, c'est là où peut-être une thérapie s'avère nécessaire. Oui, probablement. Alors c'est toujours en thérapie, il y en a toujours un des deux qui traîne un petit peu des pieds, mais c'est le lieu où on peut apprendre à communiquer, effectivement. Donc il ne faut pas hésiter à emmener son partenaire en thérapie quand il y a un petit défaut de communication. Oui. Merci beaucoup en tout cas Nathalie, et puis on va se quitter un court instant. On se retrouve pour le Love Conseil et on va parler des attentes qui nous séparent, parce que ça aussi c'est souvent à cause d'un manque de communication. Aujourd'hui, avec Guillaume de Brébisson, nous abordons la question de la communication dans le couple. Pourquoi est-ce si compliqué de se parler vraiment, et particulièrement dans le domaine sexuel? Venez participer à l'émission et appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Guillaume de Brébisson, on va parler des attentes qui nous séparent, parce que vivre à deux, ça fait naître des attentes, et si on attend beaucoup de l'autre, nos attentes ne seront peut-être pas satisfaites, surtout si on n'a pas su les communiquer, et donc on sera déçu et on finira par s'éloigner. Ça, là, je crois que tout le monde comprend. Voilà pourquoi il ne faut jamais trop attendre de l'autre et prendre ce qu'il nous donne, parce que bien souvent, on va donner ce qu'on a envie de donner à notre partenaire et pas forcément ce qu'il ou ce qu'elle attend vraiment. Ça, c'est normal. On donne ce qu'on aimerait recevoir, donc on n'écoute pas forcément l'autre.
Maintenant, est-ce que l'autre nous a dit ce qu'il avait envie de recevoir? Parce que ça, c'est aussi, et c'est pour ça que je parle de ce Love Conseil lorsqu'on parle aujourd'hui de la communication. Donc, occupez-vous d'abord de vous et mettez tout en œuvre pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et puis ensuite, laissez votre partenaire vous offrir ce qu'il peut. Ça, ce serait déjà un premier conseil qu'on peut donner dans un couple. Et si vraiment vous avez besoin de quelque chose que votre partenaire pourrait, je dis bien pourrait vous offrir, eh bien, osez alors le lui demander. Parce que si vous attendez trop longtemps en espérant qu'il va deviner ce que vous avez besoin, eh bien cette attente va vous séparer. 100% d'accord. Voilà. Donc non mais ça paraît évident quand on le dit, mais je suis sûre que peu de gens savent faire ça, quoi. Parce que je pense que ce que vous venez de décrire là, c'est un vrai apprentissage pour la plupart des personnes, de comprendre que une attente ne peut pas être répondue par elle-même. oui, parce que si on n'a rien dit, comment l'autre peut deviner? Alors parfois, oui, c'est extraordinaire. L'autre va deviner ce qu'on attend, ce qu'on a envie, mais c'est quand même pas si fréquent que ça. Hein. Non, c'est très rare et c'est très bien que ce soit très rare parce que justement, c'est essentiel d'apprendre à formuler ses demandes, d'apprendre à comprendre ce qui se passe en soi pour ensuite pouvoir l'exprimer. C'est tout un art finalement, c'est un vrai apprentissage d'une vie et c'est chouette. La vie à deux, c'est un apprentissage. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Voilà, merci de me recevoir une nouvelle fois aujourd'hui. Mais merci à vous d'être là, Emmanuel. Racontez-nous quel est votre problème dans la communication? Alors en fait, ma communication, en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas bonne suite à un événement dans notre couple d'une infidélité de la part de mon conjoint. Et en fait, pendant des années, je pensais que la communication était bonne entre nous. Et puis voilà, il est survenu cette action de la part de mon conjoint. Et en fait, à ce moment-là, remise en question, un gros travail de fond, bien évidemment, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans notre couple, parce que pour moi, il n'était pas question, de divorcer, mais avant tout, en tout cas, d'analyser ce qui se passait pour pouvoir voir s'il y avait une viabilité dans notre couple pour la suite. En fait, donc, la première réaction, ça a été, bien évidemment, le constat de la non-communication dans notre couple. En fait, je me suis rendu compte à un instant T que je donnais sans jamais me soucier de ce dont j'avais besoin moi. Je passais toujours en second dans tout, pour les amis, pour la famille, pour mon conjoint, pour mes enfants, voilà. Et donc cette infidélité m'a repositionnée par rapport à cette réflexion-là. J'ai entamé une thérapie, voilà, suite à ça. Mais excusez-moi, Emmanuel, mais vous pensez que le fait que vous étiez donc finalement on va dire presque très soumise à ses désirs, à la limite, il se considérait que s'il avait envie d'avoir une autre relation, il en avait le droit. Vous iriez jusqu'à dire ça ? Non, je n'irais pas jusqu'à dire ça parce que ça m'a quand même carrément bouleversée. Que ça vous ait terriblement blessé, fait mal, etc. C'est pas ce que je veux dire, mais parfois quand on est trop soumis à l'autre, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont très soumis, l'autre se croit beaucoup plus libre qu'il ne l'est, parce que normalement quand on est en couple, on n'est pas totalement libre d'aller voir ailleurs, normalement. Je me demande si c'est pas une question de limite dans cette histoire, c'est-à-dire... oui, forcément, je n'ai en fait jamais posé de limite, parce qu'il n'y avait pas de discussion dans notre couple à ce sujet-là. En fait, moi j'ai 63 ans, donc un parcours de vie commune de plus de 40 ans ensemble, puisque moi je l'ai connu très jeune, j'avais 17 ans, et c'est vrai que je pense que quand même, malgré tout, quand on rencontre quelqu'un à 17 ans, et puis quand on rencontre une personne à 25 ou 30 ans, on n'est pas dans le même positionnement de la vie et du couple. Et donc, pour moi, j'étais en pleine formation du couple, et il y a tout un tas de questions, si vous voulez, que je ne m'étais pas posée, que je ne lui avais pas posée. Pour moi, ça coulait de source. Je pensais que c'était un lien, ça se créait, puis qu'on suivait le même rythme et les mêmes besoins. Donc en fait, c'est cette infidélité qui m'a positionnée par rapport à ça et qui m'a fait comprendre que, bien évidemment que non. La preuve en était, c'est qu'il a dû aller voir ailleurs pour trouver et combler à un instant T la souffrance qu'il avait et qu'il lui-même n'arrivait pas à exprimer. C'est ce qu'il vous a dit ?
Non, c'est pas ce qu'il m'a dit, mais en fait, je l'ai compris par rapport à la thérapie que j'ai suivie moi. Attention, c'est pas ce qu'il vous a dit. Ouais. C'est ce que vous avez compris. Je Mais suis en train de me poser la question de savoir si cette liaison extra-conjugale que votre mari a vécue et que vous avez découverte a été pour vous l'opportunité de justement ouvrir la question avec lui et de dialoguer sur tous ces points dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on se refuse, qu'est-ce que c'est finalement être en couple ensemble, etc. Vous avez eu ces dialogues? Toujours pas, en fait. Toujours pas. Ah, c'est dommage. Parce que en fait, j'aimerais bien. C'est pas que je ne voudrais pas. J'aimerais bien. J'ai essayé à plusieurs reprises de glisser sur ce terrain-là avec lui pour essayer justement de positionner un certain nombre de choses, mais je n'y arrive pas parce qu'en fait, dès que on rentre dans son intimité, d'une certaine façon, eh bien, il se ferme, il se bloque complètement. D'ailleurs, les thérapies, il les a toutes refusées. Les thérapies de couple, thérapie même pour lui, pour essayer, voilà. Mais qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à cette infidélité? Visiblement, vous êtes toujours ensemble. Oui, on est toujours ensemble. Oui, donc il a envie de rester avec vous et vous avez envie de continuer. Il l'exprime, hein. Lui, il l'exprime clairement. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose d'important. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Est-ce qu'il regrette ou est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il a compris votre souffrance? Parce que c'est ça aussi qui est important dans la communication. Alors, je pense qu'il a compris que très récemment, puisque en fait, au tout début, il ne s'était pas excusé. En fait, il m'avait simplement dit, quand j'ai découvert en fait ça, il m'avait simplement dit, j'ai de la peine de t'avoir fait de la peine, mais je ne regrette rien. Et puis, il y a très peu de temps, donc près de 5 ans après, quand j'ai essayé d'exprimer ce qu'il m'avait dit et comment moi je l'avais ressenti, c'est à ce moment-là qu'il s'est excusé parce qu'il m'a dit non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je voulais dire, c'est que je regrettais ce que j'avais fait. C'est dans ce que vous présentez, dans ce que vous expliquez, on sent bien que vous auriez effectivement besoin de l'aide d'un professionnel pour pouvoir dialoguer ensemble d'une façon. Alors, une chose que vous pouvez peut-être dire à votre conjoint, c'est que en thérapie de couple, en tous les cas, tel que moi je la pratique, mais personne n'est accusé. On ne vient jamais pour jeter la pierre à l'un des deux. On est là pour que chacun puisse dire ce qui s'est passé pour lui, simplement ça. Simplement être sûr, apporter la possibilité à chacun des deux d'être entendu par l'autre. Simplement ça. Et déjà ça fait beaucoup de choses. Hein. On a fait 2 séances en thérapie de couple. La seule chose, c'est que sur les 2 séances qu'il y a eu, en fait, les 2 séances ont impacté considérablement mon mari. Parce qu'en fait, ça a traité au travers des questionnements de choses qu'il n'avait pas réglées de l'enfance, en fait. Et donc, c'est lui qui a été profondément troublé par ces 2 séances, et c'est pour ça qu'il a arrêté. Quel âge il a, votre compagnon? 65 ans. Oui, à 65 ans, il faut faire attention de ne pas trop toucher des failles, parce que j'entends bien là ce que vous dites, Emmanuel, et c'est important de l'entendre, et c'est important que tout le monde l'entende. Quand on a dépassé les 55 ans, il y a des blessures d'enfance qui sont un peu comment dirais-je, c'est pas cicatrisées parce qu'elles sont pas cicatrisées, elles sont colmatées avec du béton armé autour, et aller toucher ça peut vraiment faire s'écrouler la personne. Donc si vous avez l'impression que votre mari a vraiment été mal après ces 2 séances, ah oui, pleurer. Oui, donc c'est peut-être, après c'est à lui de décider, parce que là c'est à lui de décider s'il peut avancer dans la découverte de lui ou pas. Et comme vous avez l'air de l'aimer et que vous êtes vous au contraire très très lucide sur ce que vous êtes et sur ce qu'il est, peut-être qu'il faut quand même éviter de trop le mettre en danger par rapport à son âge. J'entends. Mais moi, ce que je voudrais, c'est arriver à trouver. Alors, c'est pour ça que je vous sollicitais, c'est plutôt arriver à trouver quelque chose que je peux mettre en place avec lui pour essayer de rentrer dans une communication. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses parce que d'abord, je les connais.
Voilà, au travers de la famille, des amis, etc., de mariage, il y a des choses qu'on entend, on va parfois vibrer dès qu'on est tout mais vous avez fait, en plus vous avez fait une thérapie qui vous a permis de vous réparer de cette infidélité qui vous a fait terriblement souffrir. Visiblement, il vous a demandé pardon. Oui. Il vous a demandé pardon. A priori, il n'a pas envie de recommencer, je pense. Non, d'après. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez entendre de sa part? Moi, c'est pas ce que j'aimerais entendre, c'est ouvrir cet axe-là que nous n'avons toujours pas dans notre couple, c'est-à-dire l'axe de la discussion. Dès qu'il est dans quelque chose qui le dérange ou qui le gêne ou qui va rentrer dans son intimité, il se ferme. Il me demande à moi de m'exprimer, d'être ouverte, etc., pour que lui puisse voilà, gérer les choses pour que je sois le mieux possible. J'entends, mais est-ce que il ne me laisse pas cette ouverture-là pour m'adresser à lui. J'ai bien compris et je viens de vous expliquer pourquoi, hein, parce que c'est bon. Mais est-ce que quand il vous écoute, alors il vous écoute, c'est-à-dire qu'il vous laisse parler, et est-ce que vous avez l'impression qu'il entend ce que vous dites, et est-ce que ensuite il agit différemment par rapport à ce que vous lui avez dit? Pas toujours. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à... C'est comme si j'utilise un mot, comme vous disiez tout à l'heure, j'utilise un mot et que lui comprend un autre mot. Oui, parce que c'est ça c'est ça le danger. C'est-à-dire que vous essayez de communiquer, mais il n'est pas récepteur, quoi. C'est ça. Et c'est ça, là, en effet, ça pose problème, parce qu'à la limite, il peut pas parler de son intimité, il peut pas parler de lui. Bon, ben, il est comme ça, il était comme ça quand vous l'avez rencontré, et puis on peut pas changer l'autre. Mais il faudrait au moins qu'il puisse être récepteur quand vous communiquez. Je voudrais vous proposer un petit exercice que vous pourriez faire avec votre mari, et vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Mais simplement, il faut qu'il soit d'accord pour le faire avec vous. Vous allez vous placer face à face pour discuter sur n'importe quel sujet. Prenez un sujet anodin, c'est plus simple. Et puis, vous dites quelque chose, vous dites une phrase ou deux phrases, pas plus. Et vous lui demandez de les répéter. Ça s'appelle faire le miroir. Vous lui demandez juste de dire, je t'entends me dire, parce que c'est vous qui parlez, c'est pas lui, donc c'est important qu'il ne prenne pas la propriété de vos mots. Je t'entends me dire, et il répète ce que vous avez dit. Simplement ça. Et après, il vérifie en disant, c'est bien ça, juste pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé, c'est tout. Et puis, s'il ne s'est pas trompé, vous dites oui, c'est ça. S'il s'est trompé, vous dites oui, c'est ça, mais j'ai aussi dit, et vous en rajoutez un petit peu, pour juste préciser, et il vous répète ça. Et apprenez à faire ça sur des sujets qui sont absolument anodins et sans implication émotionnelle, ni pour l'un ni pour l'autre. Une fois que vous maîtrisez la technique, alors ça prend 10 minutes de maîtriser la technique, hein, c'est pas une technique compliquée, on est d'accord. Hein. Une fois que vous maîtrisez la technique... avec certains hommes qui vont avoir besoin d'en rajouter, ça peut être compliqué. Mais je vous suis, vous avez raison Guillaume, c'est un très bon exercice. On est d'accord que l'idée c'est qu'on n'en rajoute pas, on transforme pas, on n'utilise pas de synonyme, on dit la même chose. Je dis, il fait beau à Toulouse. Je t'entends me dire, il fait beau à Toulouse. Voilà. Oui, mais il faisait pas beau hier. D'accord. Ah, mais ça suffit. et après, vous continuez cette technique-là sur vos émotions. C'est-à-dire, aujourd'hui, enfin, là, je me sens triste. Voilà. Je t'entends me dire que tu te sens triste. Faites ça, c'est pas compliqué. Et vous verrez que vous pourrez, si vous êtes de bonne foi tous les deux, vous pourrez réellement vous sentir entendu et que lui se sente entendu aussi, parce que ce sera son tour après de dire « Ah ben moi, je me sens, je sais pas quoi, en colère, ou heureux, ou joyeux », et c'est vous qui ferez le miroir. Mais comme l'a dit Brigitte, et elle a tout à fait raison, on n'ajoute rien, on ne change rien, on n'invente rien, voilà, on reste dans du miroir pur et simple. Essayez ça. D'accord. Je vais essayer. Et ben voilà, Emmanuel, vous n'aurez pas appelé pour rien, et je pense que ça va aider beaucoup de gens qui nous écoutent, parce que vous avez raison, c'est un exercice très basique, mais qui marche bien si on le fait régulièrement. Mais au début, ça demande un peu de travail. Voilà. C'est pas si simple que ça. Je suis sûre que certains auditeurs pourront témoigner. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La communication, vous avez vu, Guillaume de Brébisson est là et il vous donne des conseils concrets. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis bien sûr, vous êtes habitué, puisque vous faites des thérapies de couple, hein, donc vous êtes habitué à aider les couples à enfin arriver à communiquer. Bonjour Flo. Bonjour. Bonjour. Et bonne année à tous les deux. Merci. Eh oui, on a encore le temps de se souhaiter la bonne année. Oui, on a encore le temps. Alors, tout à fait. Bonne année à vous. Voilà, merci. Non, en fait, moi j'avais appelé, j'ai découvert votre émission il y a peu de temps et c'est vrai que je l'écoute maintenant tous les jours parce que bon, elle est intéressante et c'est des sujets qui sont intéressants et notamment aujourd'hui la communication. Et je voulais dire que il y a beaucoup de yaka faut que et que en définitive, concrètement, c'est pas si facile que ça. Et je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Voilà. Et les clés, en fait, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais bon, quand on est dans le vif du sujet et dans la vie réelle, malheureusement, c'est pas si facile que ça. Donc, j'aime pas dire moi je, mais bon, en l'occurrence, juste une petite explication. J'ai connu le père de mes enfants il y a longtemps. Et puis, il est parti au bout de 8 ans et ça fait 25 ans maintenant que je suis séparée. J'ai normalement tourné la page, on va dire, mais c'est vrai que à aujourd'hui, partie sans explication, aujourd'hui, je ne sais toujours pas réellement le pourquoi de cette séparation. Alors bon. J'avais mes garçons, je me suis focalisée sur l'éducation de mes enfants, mais la communication, elle n'a jamais été. Voilà. Vous arriviez quand même à communiquer au sujet de vos enfants ou pas ? À vrai dire, ça fait tellement longtemps que du coup maintenant je me rappelle plus réellement. J'en viens à me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 8 ans, quoi ? Non, mais je parle de. Bon, vous êtes un couple de parents puisque vous avez eu des enfants. Oui. Alors même s'il est parti, il est parti, vous avez dû communiquer. Enfin, vous avez dû échanger. Oui, on a toujours été en très bons termes. Au sujet de vos enfants, vous avez très bons termes sur mes enfants, effectivement. Donc aujourd'hui, on communique toujours. D'accord. Donc déjà ça c'est un bon signe. Ça prouve que vous n'êtes pas avec quelqu'un de toxique. Hein. C'est pour ça que je posais cette question. Non, c'est pas du tout ça. Non, on est toujours. Moi, c'est juste uniquement sur la communication. On est en très bons termes. Là, mes 2 garçons se sont mariés récemment. D'accord. Donc si je comprends bien votre appel, c'est parce que vous aimeriez savoir pourquoi il est parti et il n'a jamais voulu vous le dire. Non, c'est pas ça. D'abord, j'ai jamais réellement posé la question parce que de toute façon, la communication, comment on va dire, le sujet. Moi, je suis une personne, je n'aime pas les affrontements, je n'aime pas les discussions trop compliquées. Donc, je pose pas de questions, je ne me pose pas de questions non plus. Ça déjà, donc, je pars du principe. Ça empêche un peu la communication, ça. Exactement. Merci Guillaume de le souligner. Parce que si vous n'aimez pas la confrontation, vous êtes forcément une évitante de la communication. Eh oui. Oui. Après, ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas les affrontements, mais ceci dit, si on me parle, je ne refuse pas de parler. Attention. Vous dites que je suis une évitante. Non, c'est pas. Je ne le refuse pas, si vous voulez. Mais si on vient m'expliquer, j'accepte le dialogue. Sauf que je vais peut-être pas forcément moi-même l'instaurer. Mais qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui en termes de communication avec le père de vos enfants ? Est-ce que ça serait quoi votre désir ou votre demande, votre souhait ? Dire, c'est que la communication, c'est pas forcément verbal, mais ça peut être aussi physique, une image que l'on renvoie. Et aujourd'hui, la communication avec, ne serait-ce que pour rencontrer quelqu'un ou pour dialoguer avec quelqu'un, c'est compliqué. Voilà. Vous voulez dire pour vous c'est compliqué ?
Oui. Parce que je n'ai pas les clés, parce que je ne sais pas faire, parce que je ne sais pas aborder quelqu'un dans la communication. D'accord. Alors Flo, voilà. derrière ça, ce sont des peurs. C'est-à-dire que vous avez peur de vous dévoiler, hein, si je puis dire. Et généralement derrière des peurs, il y a des mauvaises expériences. Hein. Mauvaises expériences. Donc est-ce que quand votre mari est parti ou votre compagnon, je ne sais pas si vous étiez marié, est-ce que vous n'étiez pas marié, mais est-ce que vous avez ressenti une sorte d'abîme qui vous a complètement fait vous écrouler parce que vous ne compreniez rien et que ça vous a totalement marqué? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou pas? Alors, l'abîme, ça m'est tombé dessus sans que je m'en rende compte, en fait, sans comprendre le pourquoi. Comment je vais dire, ça m'est tombé sur la gueule, quoi, en fait. Bien sûr, oui. Comme ça, sans savoir ni pourquoi. Après, j'ai jamais eu forcément d'explication derrière, mais comme mes enfants étaient jeunes, ils étaient en bas mais âge, ça vous nous l'avez déjà dit. Non, mais quoi qu'il en soit, revenez à vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je pouvais pas m'abattre, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas eu le droit de m'abattre. Bon, vous en êtes toujours là. Flo, ça n'a pas bougé. Flo, il y a quelque chose qui s'est cristallisé à ce moment-là, et c'est ça qui vous empêche aujourd'hui de vous dévoiler. Je crois, hein, Guillaume. Oui, je suis d'accord avec ça. J'ai juste une question complémentaire. C'est pendant ces 25 ans, vous avez été en relation avec d'autres hommes ou pas? Ou pas beaucoup? Très peu. Très peu. Oui, c'est ça. Alors effectivement, il y a quelque chose d'un peu gelé, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que voilà, moi, comme j'avais mes garçons, c'était l'éducation de mes garçons, et puis point barre. Moi, je suis passée. Mais oui, Flo, mais aujourd'hui, Et... ce n'est plus la priorité puisqu'ils sont grands, ils sont mariés et ils vous laissent seuls. Ce qu'il faut que vous compreniez, et ça peut se réparer maintenant qu'on a trouvé le. Si vous arrivez à aller travailler sur ce moment-là, et d'ailleurs on voit bien, vous me répondez pas vraiment, vous évitez la réponse parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé de beaucoup plus douloureux que ce que vous imaginez. Mais vous pouviez pas vous abattre et vous vous êtes, si je puis dire, occupé de vos garçons. Ça vous a occupé et ça vous a évité de prendre conscience de la souffrance énorme que vous avez ressentie à ce moment-là. Et c'est, alors je sais pas si à l'époque vous parliez un peu de vous ou pas, mais en tout cas, vous avez fermé quelque chose à double tour. Et c'est ce qui vous empêche aujourd'hui de communiquer avec un homme parce que tout est gelé. Je trouve que votre mot que vous avez choisi, Guillaume, est très très bien choisi. C'est gelé. Je crois que vous auriez besoin de faire quelques séances, pas forcément énormément, mais en thérapie individuelle, parce que ça vous amènerait, ça vous réhabituerait à parler de vos émotions et de votre vécu intérieur. Et en ayant repris cette habitude, eh bien, ce serait plus facile pour vous de vous ouvrir aussi à d'autres personnes qui seraient pas du tout des thérapeutes, pour le coup, les hommes que vous rencontrerez. Mais s'ils savent pas qui vous êtes, c'est normal que rien ne se passe. Parce que vous nous avez beaucoup parlé d'événements, d'éléments, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de ce que vous aviez ressenti ou d'émotions, vous voyez, parce que c'est fermé. Et pour ouvrir ça, je pense qu'il va falloir quelqu'un qui va vous écouter et puis qui va vous pousser dans vos retranchements jusqu'à ce que vous puissiez entrouvrir une petite fenêtre et puis tout doucement cette fenêtre va s'ouvrir et puis la porte et puis ça y est, vous serez à nouveau apte à communiquer. Ouais. Mais ça va être un peu douloureux, donc c'est pour ça qu'on résiste, qu'on n'y va pas. Voilà, vous savez, c'est comme un membre qui a été avec un plâtre pendant 2 mois. Quand on enlève le plâtre, ça fait très mal et il faut rééduquer. Et c'est ce que vous avez besoin. Mais pourquoi ça se passe aussi, alors pas forcément avec une rencontre, mais avec ne serait-ce que des personnes, enfin des copains ou des amitiés, ou ne serait-ce que ça. Flo, à quoi bon parler à quelqu'un puisque de toute façon il est capable de s'en aller du jour au lendemain sans m'expliquer pourquoi. Alors à quoi bon parler? Autant garder tout pour soi et puis on souffre, mais comme on fait semblant de pas souffrir, on souffre moins. C'est du moins comme ça que vous avez mis en place
cette armure. Mais ça peut vraiment s'améliorer. Faites confiance à Guillaume et faites-moi confiance. Merci en tout cas, merci de votre appel parce que ça parle certainement malheureusement à beaucoup de gens qui nous écoutent, évidemment. Allez, on continue à communiquer, on en a besoin. Hein. La communication au sein du couple est notre sujet aujourd'hui avec Guillaume de Brébisson. Vous souhaitez apporter votre témoignage, notre standard vous attend 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous. Vous êtes thérapeute psychocorporel, vous êtes également sexothérapeute et vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont S'expanouir aux éditions First, un livre dans lequel vous évoquez la sexualité du couple. On n'a pas encore parlé de la communication sur la question de la sexualité. Peut-être qu'on va en parler, mais après tout, on laisse, c'est le direct, on laisse les auditeurs témoigner. En tout cas, on voit bien à quel point c'est compliqué de communiquer, parce que pour communiquer vraiment, il faut savoir parler de soi, et parler de soi, il faut être en paix avec soi, et ça c'est généralement pas si simple. Être en paix, ou au moins être capable de discerner au fond de soi quelles sont ses propres émotions et qu'est-ce que je peux dire. Et ça, effectivement, c'est souvent pas facile, en particulier pour les hommes. C'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que c'est Yvon Dallaire qui a écrit un très joli livre sur la différence de communication entre les hommes et les femmes. On communique pas de la même manière. Hein. Nous, on va avoir besoin de ressasser nos émotions, nos sentiments. Vous allez plutôt avoir besoin de passer à l'action pour éviter de parler de vos émotions. L'action, c'est super. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est un dérivatif. Et à partir du moment où on entre dans l'action, eh bien finalement, on arrête de parler. Et l'inverse est vrai également. À partir du moment où on parle, c'est qu'on n'est pas dans l'action. Donc je crois qu'effectivement, on a à apprendre les uns des autres. On a à apprendre les uns des autres, tout à fait. Et je donne toujours cette anecdote d'ailleurs, quand une femme va parler de quelque chose qui s'est mal passé au travail, à son mari, elle rentre, elle ressasse, elle parle, et puis à un moment donné, le mari qui en a marre d'écouter en boucle, si je puis dire, qui va lui dire « mais t'as qu'à faire ça ». Voilà, c'est ça, t'as qu'à. Et c'est terrible parce que du coup la femme, elle se sent absolument pas comprise, et l'homme pourtant il lui donne une solution qui est souvent très juste d'ailleurs, et ils ont pas communiqué. Chacun est parti de son savoir-faire, si je puis dire. C'est pour ça que l'exercice du miroir dont je parlais tout à l'heure est si intéressant. Ouais. C'est intéressant parce qu'on peut très bien imaginer effectivement l'épouse qui rentre le soir à la maison, qui raconte ses problèmes de job, et le mari qui lui dit « je t'entends me dire » et qui répète. Et ça ferait tellement de bien à son épouse, et lui, ça lui permettrait aussi de comprendre ce qu'elle vit, pas la situation. La situation, c'est pas le problème. La question, c'est qu'est-ce qu'elle vit, elle. Pourquoi elle le vit mal. Pourquoi elle le vit mal. Ça parle d'elle, évidemment. Bien sûr. Gaël est avec nous. Bonjour Gaël, merci de prendre l'antenne. Bonjour Brigitte, et puis je me permets de dire salut Guillaume, parce qu'on se connaît un petit peu. Voilà. Ah Gaël, ok, je vois de quel Gaël il s'agit. Voilà. Et donc pour continuer ce qui a été dit, là aujourd'hui je voudrais vraiment parler de mon histoire et pas de ma posture d'accompagnant. Et de ma première relation en fait avec mon ex-femme, où j'avais la sensation d'être un grand communicant, au sens où je suis extrêmement bavard et je parle beaucoup. Et j'avais la sensation de communiquer dans le sens où je sortais tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et puis je me suis aperçu, en réfléchissant un petit peu et avec le recul, que finalement j'étais un peu comme un homme politique en fait. C'est-à-dire que je faisais des ballons d'essai et j'attendais de voir si le ballon était validé ou pas. Si la loi pouvait passer ou pas. Exactement, c'est exactement ça. Et en particulier dans le domaine de la sexualité, pour le coup là j'embraye sur ce domaine-là. Oui, bien sûr. Vous êtes bien un homme. Welcome. Oui. J'étais tellement, je me connaissais tellement pas, j'étais tellement, habité par toutes sortes de mondes, on va dire, dans ma tête, de fantasmes, etc., que je ne savais plus faire la part des choses entre ce qui était de l'ordre du fantasme, ce qui m'appartenait, ce qui m'appartenait pas, etc., etc. Et comme j'avais très peur, en fait, de qui je pouvais être, je tentais la validation à l'extérieur pour savoir si en fait j'avais droit ou pas en fait, un petit peu comme un petit garçon qui demande l'assentiment en fait. Et donc je voudrais vraiment insister parce qu'aujourd'hui c'est différent. Je suis avec une nouvelle compagne
Et puis j'ai fait tout un travail sur moi, mais je voulais vraiment insister sur ce fait que, et ça rebondit exactement à ce que vous disiez juste avant, tant qu'on n'a pas appris à se connaître un minimum, en fait, moi en tout cas, je ne parlais pas de moi. Je faisais des tests. Je faisais des tests de validation. Et ce n'est qu'en plongeant et en osant finalement montrer... C'est-à-dire pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire au lieu de dire j'aimerais bien qu'on essaye d'acheter un jouet, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour donner un exemple. Au lieu de dire j'aimerais bien qu'on achète un jouet, vous lui disiez tiens, il paraît qu'il y a un nouveau jouet qui vient de sortir, c'est pas mal. C'est un peu de ce genre-là, ouais. C'est un peu de ce genre. Ou alors, t'as telle copine libertine ou machin, elle fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis moi, je trouve quand même que les libertins, c'est quand même chouette parce qu'ils osent expérimenter des trucs et tout. Enfin voilà, ce genre, ce genre de technique un peu foireuse. Et en fait, la vérité qu'il y avait derrière tout ça, c'est que j'avais extrêmement peur de parler de vos désirs. De mes désirs, et puis un très fort jugement aussi sur ce que je considérais être comme malsain, honteux, pas montrable à une femme, pas respectueux, etc. etc. quoi. Dans tout ce que tu dis, Gaël, je me permets de te tutoyer en direct, oui, bien sûr. Puisqu'on sait tous les deux qui est l'autre. Dans tout ce que tu dis, il y a une chose qui me frappe aussi, c'est que, et qu'on n'a peut-être pas assez dit dans le début de cette émission, c'est que les bavards croient qu'ils communiquent parce qu'ils occupent l'espace et le temps de parole. Mais qu'en fait, souvent, ce déluge de mots, moi j'en fais partie des bavards, alors je sais de quoi je parle, hein. Ce déluge de mots ensevelit l'autre, hein, et ne permet pas d'ouvrir une communication, parce qu'une communication c'est une voie à double sens. Donc il faut laisser de l'espace pour l'autre, et en même temps ce déluge de mots permet aussi de justement, et c'est ce que tu dis là, ne pas rentrer en soi-même. C'est formidable, c'est très efficace en fait. Hein. Plus on parle et moins on s'ouvre, quoi, quelque part. J'ai remarqué, moi, que les personnes bavardes, il y a des femmes aussi très bavardes, on l'a vu avec Nathalie, la première auditrice, sont souvent des gens qui ont du mal à écouter. Oui. De toute façon. Tout à fait, ouais. Parce que justement, complètement. ça rend... complètement. C'est pour ça que je voudrais... Non, je voulais juste enfoncer un clou de plus en disant que la communication, c'est l'écoute. C'est surtout ça. Mais je veux pas justement, je veux t'écouter et pas t'interrompre. Mais vous avez raison, Guillaume. Si on ne sait pas, c'est d'abord écouter, et ça paraît fou d'ailleurs de dire ça. Parce que quand on entend communication, on entend il faut parler. Non, il faut d'abord savoir écouter. Et ça, on ne peut écouter que lorsqu'on est à peu près en paix. C'est pour ça que je reviens toujours sur ce mot paix. Si on est un peu en paix avec soi-même, on laisse de la place aux autres. Allez dans un bistrot et voyez bien les gens qui savent écouter, et puis ceux qui ont besoin de parler, et vous verrez tout de suite qui est capable de communiquer. Vous êtes d'accord avec ça, Gaël, hein? Ouais, complètement, ouais. Et je fais un lien entre savoir écouter l'autre et savoir s'écouter soi. Et ce que j'ai remarqué, effectivement, et je comprenais pas à l'époque, elle me renvoyait souvent, mon ex-femme, que je l'écrasais, en fait. Et je comprenais pas, parce que moi, j'avais la sensation d'aller à la pêche à l'info, d'être celui qui était le moteur de la communication, etc. Et en fait, j'envahissais, je prenais tout l'espace, quoi. Et donc, c'est très juste ce que tu disais, Guillaume. C'est vraiment cette idée de je combler l'espace par peur, en fait. J'étais angoissé au plus profond de moi, j'étais instable, et j'avais la sensation qu'en remplissant l'espace, j'allais contrôler plus ou moins, entre guillemets, ce qui me faisait peur, quoi. Et une excellente stratégie d'occuper l'espace comme ça, je n'avais pas à me dévoiler. Et donc c'est vraiment, oui, communiquer, c'est pas bavarder, c'est pas parler. Voilà. Non, c'est effectivement, pour écouter, il faut du silence. En fait, il faut un silence initial. Il faut permettre à l'écoute de se mettre en place, et ensuite ça permet à la parole vraie de se mettre en place. Et après, on entre dans une communication. Vous connaissez cette blague, hein, c'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Hein. C'est ça. Et juste pour terminer, du coup, moi j'aime bien l'exercice, j'aime bien le bâton de parole, du coup, le principe. Ah, super, le bâton de parole, ouais, bien sûr. Allez-y, racontez. L'idée, c'est qu'en fait, c'est alors de prendre symboliquement un bâton de parole qui peut être autre chose qu'un bâton, mais un objet en tout cas. Il y a le sablier aussi, oui. Oui, voilà, ouais. Et tant que j'ai alors je préfère le bâton par rapport au sablier, il n'y a pas de notion de temps en fait. C'est-à-dire que tant que j'ai le bâton dans mes mains, ça veut dire que j'ai encore besoin d'espace pour m'exprimer, et la règle c'est que l'autre se tait.
Et une fois que j'ai terminé, je dis ok, j'ai terminé. Et ensuite, l'autre peut s'exprimer, mais c'est pas un débat. Et donc, C'est vous ça. donnez le bâton à l'autre et c'est l'autre qui parle avec le bâton. C'est comme Oui, un tout à micro, fait. en fait. Mais en C'est le même parlant, principe. ouais, Alors, et la je règle, par suis contre, c'est d'accord, pas un mais débat, ça rebondit pas. En fait. oui, mais je C'est suis ça, d'accord, le mais il truc. faut peut-être aussi chronométrer parce que s'il y en a un qui a le Il bâton faut se donner une limite. Ouais. 50 minutes et l'autre 10 minutes, il y a quand même un petit problème de communication, Gaël. J'entends, et en même temps, celui qui a parlé 50 minutes, la règle, c'est que si l'autre a envie de parler 2 heures, alors en fait, ça se passe jamais comme ça dans la réalité. Il n'y a pas de déséquilibre aussi important, mais j'aime bien cette idée en tout cas. C'est et un, on peut c'est un- mettre c'est un une bon limite, exercice. évidemment, hein. Voilà. C'est un bon exercice aussi. Merci de le confier aux auditeurs, Gaël. Merci. Oui, Voilà. ça peut être aussi un exercice. Ça peut être n'importe quel objet d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Oui, j'ai une façon de parole. Ça peut être un chewing-gum de parole. Hein. Non mâché, parce que ça colle au doigt. Eh bien, merci Gaël de cet Merci, échange. Gaël. Merci d'avoir appelé. Super. Allez, on continue à communiquer ensemble et vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous. Vous êtes sexothérapeute et auteur également de S'expanouir aux éditions First. Nous avons Rose qui nous appelle et je crois que vous réagissez au témoignage de Flo qu'on a entendu tout à l'heure qui s'est fait quitter sans trop savoir pourquoi. C'est cela. Bonjour Rose. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et Guillaume. D'abord, merci pour votre émission que j'écoute assez souvent. Merci à vous. Qui m'apporte toujours quelque chose en plus, des réflexions et un travail. Alors, une thérapie, moi j'en ai fait une, mais je comprends toujours pas. En fait, on était en séparation, mais ce que je ne comprends pas, c'est que donc mon ex-mari, il déposait les enfants le week-end et il m'a dit dans 15 jours. J'ai dit d'accord. Et en fait, 15 jours après, personne. Et donc, on a eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ma fille et mon fils adoraient leur père, hein, ce qui est normal. Et on avait une communication moyenne, on va dire, même un petit peu... pas trop de communication en fait. Moi j'avais instauré quand on était ensemble, on écrivait sur un papier, voilà, on essayait de communiquer, mais il y avait à un moment donné il y a eu un décrochage de la communication. Je pense qu'on n'avait pas les mêmes objectifs dans la vie, on n'en avait pas assez discuté. Et donc on s'était mariés, on avait eu 2 enfants et à un moment donné, bon, mon ex-mari était franco-brésilien et à un moment donné il m'a dit de toute manière c'était que pour la carte de résident que je suis avec toi, mais bon c'était dans le coup de la colère. Oui, voilà. C'était dans le coup de la colère. Oui. Voilà, c'était dans le coup de la colère parce qu'en fait, moi je l'aimais au départ et donc on a fait 2 enfants quand même ensemble. Et puis voilà, il est disparu. Pendant 5 ans, on n'a pas eu de nouvelles. J'ai fait des recherches. C'était le début d'Internet. J'étais à la police. J'ai fait des recherches partout et impossible de le trouver. À un moment donné, on a eu une trace en Angleterre, puis ensuite en Argentine. Et j'ai écrit des lettres à ma belle-mère, à sa mère. Et un jour, donc j'avais donné le numéro de téléphone portable. Mes enfants étaient au lycée 5 ans après. Et donc j'avais donné le numéro de téléphone portable de mes 2 enfants. Et un jour, j'étais dans le train de retour chez mes parents avec ma fille. Et le téléphone sonne et c'était lui, 5 ans après. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, il n'a pas voulu me parler à moi. Il a parlé à ma fille en lui demandant comment elle allait, etc. Et qu'il voulait les revoir si je donnais l'autorisation qu'il vienne le voir. Il était au Brésil. Donc, j'ai fait les démarches. Il a dit qu'il achetait les billets, etc. Et je trouvais important que les enfants voient leur père. Bien sûr, bien sûr. Et donc j'ai donné mon autorisation.
Ma fille allait avoir 18 ans, je crois, ou 17, et enfin, ils avaient entre 16 et 18 ans tous les deux. Donc, oui, donc des âges où ils peuvent aller seuls retrouver leur père sans trop de danger. Voilà. Oui. Je les ai accompagnés. Ce sont des enfants assez responsables parce que je les ai élevés seuls. Du coup, bon, j'ai tenté de refaire ma vie, mais bon, c'était difficile parce que j'avais pas trop confiance en fait. Et comment dire, en plus j'ai découvert ensuite que j'avais eu un traumatisme d'enfance, que j'avais été otage, etc. Est-ce que le fait d'avoir été abandonnée a fait ressurgir ça? Je ne sais pas, certainement. En tout cas, j'ai appris que quand j'étais enfant, j'avais été otage. À un moment donné, j'avais 26 mois. Donc ça a fait ressortir tout ça. Mais la peine que j'ai, c'est le fait que les enfants n'ont pas vu leur père pendant 5 ans. Alors mon fils et ma fille donc sont allés au Brésil. Ma fille a été déçue de comment son père lui parlait parce qu'il était assez entre guillemets toxique. Je suis pas psychologue, mais dans le langage en s'adressant à moi, donc aux femmes. Donc comme elle est une fille, ça a été dur pour elle. Mon fils a essayé de comprendre, de mieux connaître son père. Donc ils ont passé 1 an là-bas, ils sont revenus, donc ils ont été ensuite chacun à l'université. Mon fils a choisi médecine, ma fille a fait communication, mais mais ma fille, je pense qu'elle s'en est jamais remise. En tout cas, il y a quand même une chose que vous pouvez leur dire si vous ne l'avez pas fait, c'est que quand leur père s'en va, donc ils sont pas tout petits, puisque si je fais un calcul, ils avaient 12 ans à peu près. Vous voyez, donc ils ont quand même passé toute leur enfance pratiquement jusqu'à 12 ans. 12 ans, c'est un âge clé ensuite. C'est l'âge de la première épreuve de la vie, en règle générale, et on parlera de ce sujet d'ailleurs avec Michel Audou la semaine prochaine. Mais ils ont connu leur père. C'est pas, vous voyez, donc c'est pas si grave que ça. Ce qui est traumatique pour eux, c'est d'abord l'inquiétude que vous avez eue, la souffrance que vous avez vécue, parce que pour vous ça a été un traumatisme. Vous avez cru qu'il était mort d'abord, ensuite, donc ça c'est quand même déjà un traumatisme. Ensuite, vous avez fait des recherches avec l'espoir et puis le désespoir. Et puis quand vous l'avez au téléphone, il veut même pas vous parler et vous savez toujours pas pourquoi il est parti. Donc c'est quand même quelque chose de. Enfin, moi je souhaite pas à quelqu'un de vivre ça. Oui, c'est extrêmement violent ce que vous avez vécu. C'est très dur. Ce qui me frappe, c'est le silence. Le silence. Je trouve que le silence, c'est vraiment très douloureux à traverser. Oui, mon fils a fait la fac de médecine ici, puis ensuite il a été au Brésil, il voulait mieux connaître son père, donc il a passé quelques années là. Il lui a offert le voyage, aller, mais pas retour, donc du coup j'ai eu une deuxième souffrance, j'ai pas vu mon fils, mais on communiquait sur WhatsApp, etc. Mais à chaque fois que je lui disais, passe-moi ton père, il me raccrochait le nez. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi. Alors moi j'émets une hypothèse comme ça parce qu'intuitivement c'est ce qui me vient, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Je crois qu'il devait se sentir très coupable ou fautif et donc très lâche vis-à-vis de vous. Oui, très lâche parce qu'il m'avait vidé les comptes, il avait vidé les comptes des enfants qui servaient à leurs études, etc. Et donc comment pouvait-il encore vous parler sans vous demander pardon, sans s'excuser et donc comme il est très lâche, il vous parle plus et puis voilà. Vous voyez, je crois que c'est. Moi, j'ai une amie qui est médecin. Elle m'a dit que c'est un pervers narcissique, mais comme je suis pas médecin. Non. Tout le monde est pervers narcissique. Non, parce que pendant les toutes les années avec qui vous étiez, il vous a pas démoli. C'est pas. Si, à la fin, j'étais dans un état pas possible. J'étais. Mais il vous humiliait, il vous rabaissait. Donc il a. Alors attention. Oui. Déjà, il a vendu ma voiture, donc je me suis retrouvée à pied. J'allais à pied au travail. À un moment donné, j'étais à 70 km du travail. J'ai dû une collègue m'emmener. Il a certainement des traits de pervers, sûrement. Ça, je crois elle a raison, votre amie. Mais c'est pas un pervers narcissique. Il faut faire attention à cette nomination. Il a des traits pervers, mais un vrai pervers narcissique, c'est rarement lui qui part, de toute façon. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, non mais attendez, je suis partie d'abord parce que je l'ai quitté.
Je l'ai quitté, les enfants avaient 6-7 ans, et il ne l'a jamais accepté. Quand il venait chez moi, il donnait des coups dans des objets que j'avais achetés aux enfants ou des jouets. En tout cas, c'est un sale mec, de toute façon. Écoutez, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand mon fils l'a revu, il a fait sa vie, il est avec quelqu'un d'autre, c'est la 4e, mais ça se passe bien, il habite dans une maison avec piscine, et mon fils me dit, mais il est assez équilibré. Oui, donc ça prouverait plutôt que c'est pas un vrai pervers narcissique, mais manipulateur et toxique, ça c'est sûr, et finalement c'est peut-être pas plus mal qu'il soit parti. Mais en attendant, vous avez vécu un traumatisme, oui, ça c'est sûr. Du coup, je suis seule. Bon, j'ai un certain âge maintenant, j'ai mis un pseudonyme, hein, mais je n'ai pas réussi, si vous voulez, à refaire confiance à quelqu'un. Et à trouver une bonne personne. Bon, ça, je comprends que ce soit difficile pour vous de faire confiance à un homme après ce que vous avez vécu. Je m'excuse, je voudrais faire un petit pas de côté sur tout ce que vous avez raconté. Vous avez dit à un moment donné, on n'avait jamais parlé de nos objectifs dans la vie, on n'avait pas les mêmes. Et je voudrais, pour vous, mais peut-être aussi pour les autres auditeurs, rappeler que la communication, ça sert à ça dans un couple. C'est vraiment essentiel de s'arrêter de temps en temps et que chacun puisse exprimer à l'autre ses propres objectifs. De quelle vie il rêve, de quelle vie il a envie, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que c'est le couple idéal, qu'est-ce que c'est ce que j'aimerais avoir dans mon couple, dans ma vie, etc. Et d'écouter l'autre également, parce que on n'a pas toujours les mêmes objectifs dans la vie, c'est tout à fait vrai. Et puis on peut avoir les mêmes au début et puis plus les mêmes 5 ans après. Donc c'est important de faire ces points-là et ça permet de savoir si on s'éloigne ou pas. Je pense que ça c'est un aspect important aussi. Et puis ce que je peux vous dire, Rose, d'ailleurs vendredi on fera une émission sur la perversion avec Jean-Charles Bouchou qui est un peu un spécialiste. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez essayer de comprendre pourquoi vous avez accepté de vivre avec cet homme. Qu'est-ce que ça parle de vous, ça parle de votre enfance. Et en arrivant à comprendre votre part de responsabilité dans cette histoire, vous allez vous libérer de quelque chose et ça peut vous permettre peut-être de refaire confiance parce que vous aviez forcément beaucoup d'indices qui vous permettaient de voir que vous étiez dans une relation où vous alliez payer cher. Ça, c'est une piste que je vous propose aussi. Mais merci en tout cas de votre témoignage, merci beaucoup et ça fera certainement du bien aussi à Flo qui nous écoute peut-être encore. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors je reste toujours dans la communication à cause de vous, Guillaume de Brébisson, parce que visiblement c'est une émission qui était nécessaire. Quelles sont les bonnes questions en matière de sexualité? Voilà mon sexe au conseil du jour. Alors c'est quelques questions simples que je vous propose et qui vont vous permettre de mieux comprendre votre rapport aux autres en matière de sexualité. Donc c'est des questions que vous vous posez à vous-même, mais parfois c'est bien de communiquer avec soi-même, on l'a déjà dit. Alors prenez tranquillement le temps d'y répondre. Première question, est-ce important pour vous de vous définir dans votre identité et votre orientation sexuelle? Question intéressante, hein. Un vrai sujet. Ouais. Il y a des personnes, ils ont vraiment besoin de montrer à tout le monde qu'ils sont homo, par exemple. Ou hétéro. Oui. Enfin, hétéro, c'est moins fréquent parce que on est tout. Enfin, si, vous avez raison. Oui. Donc ça, c'est déjà un signe que ça parle de vous, évidemment. Alors pourquoi? C'est la deuxième question qu'on peut se poser. Ensuite, avez-vous besoin de vous sentir dans la norme en ce qui concerne vos pratiques? C'est intéressant aussi ça. Ensuite, est-ce que vous avez déjà menti sur ces sujets? Ou exagéré vos prouesses? Non, jamais. Jamais, ben voyons. Et à qui? Est-ce que vous avez tendance à aimer un peu choquer sur le plan de la sexualité? Ou au contraire, est-ce que vous avez un peu honte de parler de votre intimité? Communiquez-vous facilement avec votre partenaire sur votre sexualité? Eh bien, si vous répondez, je vous demande pas de répondre à moi ou à quelqu'un d'autre, mais déjà à vous-même très clairement et très franchement sur ces quelques questions, eh ben vous en saurez déjà un peu plus sur votre sexualité et j'allais dire vos difficultés, parce qu'on en a tous un petit peu quand même, faut bien le dire.
Ça me fait penser à un petit exercice que je pourrais livrer, si vous voulez, pour les couples. Allez-y. C'est l'exercice que j'appelle les kiffs sexuels. Alors c'est très facile. On se retrouve avec son compagnon ou sa compagne après avoir fait l'amour, par exemple, la veille ou l'avant-veille. Et puis, on dit à l'autre, une chose que j'ai adorée la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'est... Et puis on dit ce qu'on a aimé. Quand tu m'as mordu le lobe de l'oreille. Voilà, tu m'as mordu le lobe de l'oreille, c'était délicieux. Et vous vous souvenez qu'on a parlé du miroir en début d'émission. L'autre répond, je t'entends me dire qu'une chose que tu as adorée, c'était quand tu m'as mordu le lobe de l'oreille, tout ça. Elle dit oui, c'est ça. Et puis éventuellement, on peut en donner un deuxième ou un troisième, pas plus de 3 parce qu'après on s'éternise. Et puis le partenaire fait la même chose. Ah ben moi, ce que j'ai adoré, c'est quand tu m'as léché l'orteil gauche, je sais pas, ou autre chose, bref. Et on continue comme ça. Et vous allez voir, si vous faites ça, peut-être pas à chaque fois que vous faites l'amour, mais de temps en temps. Enfin, sauf si vous faites l'amour une fois tous les ans. Oui, alors voilà. Mais bon, si vous allez voir que si vous faites ça, vous allez améliorer. Un an après, on se rappelle plus ce qu'on a aimé. Oui, un an après, on se rappelle pas. Non, donc essayez de faire l'amour un peu plus souvent qu'une fois par an et de vous faire cet exercice de kiff sexuel de temps en temps également, et vous allez voir que vos relations sexuelles vont être de plus en plus satisfaisantes parce qu'à force de parler de ce qui vous fait du bien et de ce que vous aimez, j'aurai plus de lobe d'oreille. Voilà, il y aura plus beaucoup de lobe d'oreille, ni peut-être que le gros orteil aura vraiment diminué de volume, mais vous aurez ressenti beaucoup de plaisir et c'est ça qui compte. Et après tout, hein, c'est ça qui compte. Merci de ce conseil, Guillaume de Brébisson. On continue avec Céline qui nous rejoint. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Céline. Allez-y, on vous écoute. Vous avez entendu, bien communiquer, c'est écouter. Donc on vous écoute, Céline. Exactement. J'allais vous écouter justement. C'est à mon tour. Je vous écoute. Je viens d'entendre ce que vient de dire Guillaume et je suis entièrement, mais complètement en accord avec ce qu'il vient de dire. Concernant la communication, je dirais qu'il s'appelle positive et constructive, de toujours justement communiquer sur la sexualité avec son partenaire, parce que sinon, je pense que l'autre personne a aussi besoin d'être rassurée sur ce que l'autre aime, et justement d'aller encore plus loin dans notre sexualité à deux, dans un couple, dans une relation. Bien sûr. Et vous arrivez, vous, à communiquer sur le plan de la sexualité ? Alors, depuis très peu, hein, je vous le cache pas, parce que j'ai vécu dans une relation très toxique pendant plus de 12 ans. J'ai mis 3 ans à me réparer, je dirais. En thérapie, j'imagine. Hein. Exactement. Cela dit, ça vous a peut-être ouverte à la communication, hein. Alors, je dirais que quand j'ai rencontré la thérapie, mon ex-mari, je veux dire. Hein. Ouais, voilà, j'ai perdu au fur et à mesure ma communication. Voilà. C'est surtout comme ça que ça s'est passé. Et justement, avec des objectifs de vie qui n'étaient plus du tout les mêmes, même si elles avaient été parlées en début de relation et au fur et à mesure. C'était au final toujours monsieur qui décidait et moi me sacrifiais. Alors, je me permets de vous interrompre parce que je veux donner un message important. Quand on est avec quelqu'un d'un peu manipulateur, et encore plus s'il est toxique ou pervers, c'est que ce qu'on va lui confier au début, ça va se retourner contre nous parce qu'il va s'en servir pour mieux nous manipuler. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Ben, je sais bien. Donc c'est pour ça que je donne l'info, parce que si vous êtes avec quelqu'un et que au début, comme toutes les belles, parce que les manipulateurs, ils s'intéressent aux belles personnes. Hein. Donc, comme une belle personne, vous communiquez, vous parlez de vous, vous montrez votre vulnérabilité. Si vous vous rendez compte que l'autre en profite, attention, danger, parce que vous êtes avec quelqu'un qui va vous manipuler. Exactement. Alors c'est pour ça que ce travail a été très bénéfique pour moi, parce qu'aujourd'hui, je ne parle que de ce que j'ai envie de dire, de parler. C'est-à-dire, ça va être surtout sur la propre relation ou la personnalité, écouter l'autre aussi, surtout, mais vraiment les choses les plus profondes, je n'en parlerai que si j'ai envie d'en parler. Oui, ou si vous vous sentez en confiance, parce que quand on est avec quelqu'un j'allais dire de normal, parler de soi vraiment, eh bien c'est un cadeau qu'on lui fait et c'est un cadeau qu'il est capable de recevoir. Hein.
Voilà, c'est ça. Alors tout le danger, vous me direz, c'est justement dans la phase, je dirais, la période de lune de miel où on peut idéaliser la relation ou l'autre. Et c'est toujours, il faut la vivre pleinement, cette relation, mais toujours aussi avoir conscience d'être dans le cartésien rationnel. Voilà. Est-ce que ça, mais non, Céline, parce que si on parle de soi et que l'autre l'utilise contre nous, eh bien c'est un signe, c'est un indice qu'on a tout de suite et qui nous indique qu'il faut arrêter la relation. Ah oui, tout à fait. Voyez, donc on n'a rien à perdre de parler de soi dès le départ. Oui, tout à fait. Et en fait, très vite, justement, après parce que moi, ça fait 3 ans, justement, que j'étais seule, que j'avais quitté mon ex-mari. Et à chaque fois que j'ai rencontré des personnes, et lorsqu'on commence à parler de certaines choses et que ça ne convient pas, j'ai tout de suite arrêté. Et il s'avérait vraiment que oui, les personnes comme nous, qui ont été confrontées à des personnes toxiques, voire perverses, oui, on les attire comme un aimant. Hein. Ah ben, ça veut dire que vous n'avez pas. C'est parce que vous n'avez pas encore. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas encore assez avancé dans votre travail. Parce que à un moment donné, quand on a été comme vous dans ce genre de relation et que donc on a payé cher, à un moment donné, quand le travail a été fait, on ne retombe plus dans ce genre de choses. Si on retombe, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Ah oui, moi je vous parle vraiment dans le tout début de la relation, même s'il s'est pas passé quelque chose d'intime, c'est une découverte de deux personnes, tout simplement, hein, je parle là. Alors si vous arrivez, si vous parvenez à la... Voilà, tout de suite, ça s'arrête, moi. Ça s'arrêtait tout de suite, net. Si vous parvenez à détecter dès le début, c'est formidable, c'est super, c'est que vous avez appris votre leçon, pour le coup. Dès le début, et là, vraiment, récemment, j'ai vraiment rencontré quelqu'un, là, et je n'ai pas vous savez, c'est les signaux rouges qui vous alertent. Qui viennent très vite. Oui, ce sera d'ailleurs le sujet qu'on abordera mardi prochain, je crois. Voilà. Mais en même temps, c'est quand même important, je vais le dire, quand on est les prédateurs, ils vont vers des personnes qui sont encore des proies pour eux. Hein, et à un moment donné, quand on est en phase avec soi-même, on n'attire plus ces personnes-là parce qu'ils sentent bien que ça va pas marcher. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'on moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ça. Vraiment depuis, je dirais, 8 mois environ. C'est vraiment, c'est plus possible, quoi. On voit que la limite, elle est posée, parce que vraiment, on s'est retrouvés, on a retrouvé notre confiance en nous, justement. Donc, il s'y attaque plus. Exactement. Il s'y affaire plus. Bon, et ben ça prouve que, vous voyez, c'est ça l'intérêt des épreuves dans la vie, c'est que si on les dépasse, eh ben on est plus fort. Hein. Et donc là maintenant, vous êtes plus forte et vous risquez plus de tomber dans ce genre d'écueil. Merci de votre témoignage, Céline. Merci beaucoup. Céline. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. La jalousie est au programme demain avec Jean-Charles Bouchou. Est-il normal d'être jaloux et que signifie ce besoin de posséder l'autre? Nous attendons vos témoignages au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Guillaume de Brébisson, nous parlons de la communication. Je rappelle aussi, bon, c'est au mois de mai, mais vous pouvez peut-être déjà vous inscrire, vous organiser un stage de 4 jours au Maroc. C'est pas mal. Ouvrez votre cœur et communiquez avec amour. Si vous voulez vous inscrire éventuellement, vous allez sur le site université-de-l'amour en un seul mot.fr. Mais vous retrouverez ça sur sudradio.fr évidemment. On va conclure avec Vidémo qui est avec nous. Bonjour Vidémo. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour, merci de témoigner. Merci de me laisser la parole. Je voulais juste vous dire que j'étais vraiment d'accord avec ce que Guillaume venait de dire tout à l'heure, à savoir que le couple vraiment a besoin de communication. D'ailleurs, pour moi, la communication, c'est le ciment du couple. Hein. C'est grâce à lui, si jamais une union peut durer, voire éternellement, ce que j'espère pour le mien d'ailleurs. Oui, je crois que c'est un des piliers, je dirais pas que c'est l'essentiel ou le premier. Non, mais c'est un des piliers, c'est vraiment... Mais c'est indispensable, mais je suis d'accord. Oui. Et tous les thérapeutes le disent. Hein. Oui. Moi, je vais sur mes 39 ans de mariage. Et nous deux...
Merci. Nous deux sommes ouverts, autant elle que moi, à la communication. Alors félicitations, parce que vous êtes un homme, donc ouvert à la communication. C'est plus rare qu'avec les femmes. Bravo. Je l'ai connue, elle allait sur ses 18 et moi j'en avais 20. Et à l'époque, il était encore de tradition de rester vierge jusqu'au mariage. Et je l'ai connue donc vierge, et on a consommé juste après notre union. Et j'ai eu beaucoup de chance, pas qu'elle fût vierge, mais j'ai eu la chance d'épouser une femme franche, sincère, qui n'a jamais simulé, qui a toujours dit ce qu'elle ressentait. Et vous avez su l'écouter. C'est ça, parce que la simulation, elle vous induit en erreur. Une femme qui dit éprouver du plaisir alors que ce n'est pas vrai, son partenaire va continuer à faire les mêmes gestes sans jamais rien changer. Et ça ne donnera aucune solution à résoudre ce problème. Alors c'est une impasse, la simulation, ça c'est certain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire justement dans quelle, peut-être une situation que vous pourriez nous confier, dans laquelle votre capacité de communication à tous les deux vous ont permis d'avancer Oui, justement, lors de la nuit de noces, elle m'avouait qu'elle n'avait ressenti que de la douleur. C'était normal puisqu'elle perdait son hymen. Mais les jours se succédaient et elle me disait toujours ne rien sentir à part encore un peu de douleur. Donc manque de plaisir, manque de lubrification puisque je m'y prenais vraiment pas bien. Et j'en ai fait ma quête du Saint Graal, à savoir comment donner du plaisir à mon épouse. Alors je changeais des caresses, je changeais les attouchements. Elle me disait si elle ressentait plus de plaisir ou pas, si elle préférait ceci ou cela. Et ça nous a permis de mieux nous connaître. Ça, c'est magnifique que vous ayez vécu ça. C'est très souvent en sexothérapie, je conseille aux couples de temps en temps d'avoir un moment où ils font l'amour et où chacun exprime à l'autre voilà ce que ça me fait, voilà ce que je vis maintenant, voilà ce que j'aimerais, est-ce que tu pourrais faire plutôt comme ci, plutôt comme ça. Mais c'est souvent difficile à mettre en place et j'entends que vous l'avez fait naturellement, c'est formidable. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est elle qui au départ a eu la capacité à dire et beaucoup de femmes vont subir pendant longtemps un peu de douleur et n'osent pas en parler par peur par honte, par peur d'être ridicule. Et vous avez certainement su la première fois accueillir ce qu'elle vous a dit. Sans vous sentir vexé ou du tout. C'est bien aussi parce que pour certains hommes c'est une critique qui est difficile à entendre. J'ai su me remettre en question puisque elle me disait c'est sûrement de moi que vient le problème. J'ai dit non ça vient de nous deux et il faut qu'on s'accorde. Mais vous étiez vierge aussi vous ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, donc. Mais elle handicap, elle avait arrêté sa scolarité en CM2, moi en terminale. Mais donc il y avait quand même de la théorie, mais pas de pratique encore. Mais j'ai su faire. Aujourd'hui, je peux vous assurer que tous nos rapports sont aboutis. Et vraiment. Et c'est quoi un rapport abouti? Tous les deux, on fait en sorte de prendre notre licence en même temps. Bien sûr. En même temps. En même temps, bravo. Oui, avec ma méthode, on y arrive très bien. Donc là, quand même, bravo. Et alors, qu'est-ce qui vous a permis de vous améliorer? Vous avez lu, vous avez regardé Oui, j'avais pas mal de lectures érotiques et tout. Donc, il y a juste eu des pratiques que je n'osais pas faire à la base parce qu'elle était d'un domaine très puritain et je craignais de la brusquer un peu trop. Donc, j'ai attendu quand même assez de temps avant, par exemple, de pratiquer le cunnilingus. On avait compris, Pour elle, le sexe de la femme était un objet sale qu'il ne fallait absolument pas faire ce genre de choses, quoi, voyez. Donc petit à petit, on a su vaincre les tabous et voilà, c'est merveilleux. C'est magnifique, c'est vraiment un très beau témoignage, je trouve, parce que je dis souvent, notamment dans mon livre Sexpanoir, je dis ça, que la sexualité, c'est un chemin d'initiation à deux, un chemin de découverte, de curiosité, etc. Et vous venez exactement d'illustrer ça, et ça se fait sur les années, avec de l'écoute, avec du partage, avec du respect, avec de l'amour. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment très très beau. C'est à ça, finalement, que peut servir la sexualité dans une relation de couple. Oui, et puis l'avantage dans votre couple, parce que quand même 39 ans et on entend bien que vous continuez à faire l'amour et que vous vous donnez du plaisir réciproque, l'avantage c'est que vous avez communiqué et vous avez avancé ensemble. Et obligatoirement, vous
vous êtes découvert, vous avez su vous donner le plaisir que chacun a besoin, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison que la sexualité s'arrête ou soit moins bonne. C'est ça. Tout à fait. Le problème de beaucoup de couples qui sont sur le long cours et qui finissent par plus avoir de sexualité, c'est parce qu'ils ne communiquent pas là-dessus. C'est ça. Et qu'ils arrivent. J'imagine que vous avez dû beaucoup approfondir en fait vos ressentis, vos sensations l'un à l'autre. Voilà. Et j'ai adoré ça, et elle aussi. Bon, super. Et puis ça continue. Mais est-ce que quand même, parce que j'aime bien toujours aller creuser un petit peu des mots. Est-ce qu'il y a quand même eu à un moment donné des petits accros? Je parle pas sexuellement là, hein, je parle des petites disputes pour des points sur lesquels vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Et comment vous les avez résolus? On a eu des sujets de discussion sur autre chose que sur le sexe. Ça, j'entends bien sûr. Et comment est-ce que c'était, enfin, je veux dire, comment vous les avez résolus? En communiquant, vous allez me répondre, bien sûr, mais plus précisément. J'avoue que parfois il y a eu des coups de tête où ça boudait pendant pas mal de jours, mais jamais on est allé au-delà de ça. Jamais on a décidé de rompre les ponts ou autre. On s'est dit que c'est une petite embrouille, ça finira par se résorber, et toujours à force de mots, on fait des concessions l'un et l'autre et on arrive à s'en sortir. C'est elle qui boudait, j'imagine. Les deux, oui. Oui, j'avoue aussi que moi aussi je boudais de temps en temps. Ouais. Alors, c'est une agressivité passive, hein, la bouderie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ou on n'ose pas agresser l'autre, et puis donc on boude, ce qui est finalement moins grave, hein, parce que c'est toujours plus embêtant de se lancer à la figure des choses méchantes ou difficiles. Donc on boude le temps de digérer ce qui ne va pas. Et qui est-ce qui revient vers l'autre la plupart du temps? C'était toujours moi qui faisais le premier pas pour nous rabibocher. Eh bien, c'est souvent les hommes qui sont obligés de refaire le premier pas. Et quand une femme, elle est capable de bouder très très longtemps. Hein. Je crois qu'il y a un apprentissage à faire, qui est d'apprendre à bouder moins longtemps pour l'un, enfin pour l'une, dans votre cas, et d'apprendre à laisser un peu l'espace de bouderie nécessaire à son conjoint pour pas revenir trop vite. Ça, c'est vrai. En lien, mais en même temps revenir quand même, parce que c'est essentiel, ce rôle de reprendre le contact. Sinon, il se passe rien. Hein. Mais il faut laisser au moins 48 heures, et je dirais même parfois 3-4 jours. Oui, plusieurs jours, oui. Parce que ça veut dire que il faut qu'elle puisse laisser le poison ressortir pour pouvoir accepter. Parce que si vous venez trop vite, elle va vous repousser et du coup ça crée Bien sûr. Ouais. Vous avez l'air d'avoir tout compris. Hein, Après 39 ans, que voulez-vous que je dise? Bon, félicitations, c'est une belle histoire en tout cas. Je vous remercie. Oui, et puis on voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Hein. Parce que rappelons-le comme ça très brièvement, Guillaume de Brébisson. Bon, les piliers du couple, c'est la communication, l'intimité. Qui est pas forcément que la sexualité, hein, c'est la tendresse, c'est avoir plaisir à se toucher, à être ensemble. Ensuite, c'est des valeurs communes qui sont nécessaires quand même. Hein. Si on n'a pas de projet commun, à un moment donné, le couple s'arrête. Et après, pas de véritable carton rouge, c'est-à-dire pas quelque chose qui vraiment, par exemple, s'il y en a un qui déteste les chats, il pourra pas vivre toute une vie avec quelqu'un qui a 10 chats dans un appartement. Hein. Mais c'est un peu les quatre piliers du couple. Moi, j'aime bien toujours parler de 4 parce que c'est une chaise qui tient debout, quoi. Oui, j'aime bien ces piliers. Moi, je parle rarement des piliers du couple. Moi, en général, je parle des besoins qu'on cherche à satisfaire en couple, et c'est presque les mêmes. Il y a un besoin de sécurité qui est essentiel, et dont il y a un besoin de connexion qui lui aussi est un besoin primaire essentiel, un besoin d'intimité, comme vous avez dit là, et un besoin de soutien inconditionnel, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un sur Terre qui soit toujours de notre bord, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et voilà, je pense qu'on cherche tous à trouver ça au sein de notre couple, comme on cherchait à trouver ça au sein de notre maman, enfin chez notre maman quand on était petit, ou dans la famille, voilà.
Et tout ça fait des bons couples. Donc s'il y en a un qui manque de pilier, c'est peut-être le moment de communiquer ce soir avec votre partenaire. En tout cas, Vidémo, merci beaucoup de ce témoignage qui montre bien à quel point il faut communiquer aussi sur le plan sexuel. Merci beaucoup Guillaume de Brébisson. Et puis je rappelle que vous avez écrit également un joli livre, Lettre à mon fils aux éditions First, dans lequel vous parlez de la sexualité, comment parler de sexualité à ses ados. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir avec Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Jean-Charles Bouchon. On va parler de la jalousie. Est-ce normal d'être jaloux et à partir de quand ça devient une maladie? Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.